Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. Le 1er août dernier, j'ai écrit avril dans mes notes, je sais pas aujourd'hui, le 1er août dernier, Hydro-Québec a dévoilé une partie de sa stratégie, augmentation des tarifs, augmentation de la puissance, 8 à 9 000 mégawatts, dit-on, et en bonus, des mesures qui vont favoriser l'autoproduction d'électricité, ce que ça veut dire, grosso modo, vous et moi, et les entreprises, évidemment, vont pouvoir participer à l'effort de générer plus de puissance au Québec. Et donc, j'en parle avec Yvan Clich, qui est presque maintenant un habitué de l'émission. Je rappelle qu'il est fellow et spécialiste de l'énergie au Cerium. Bonjour, Yvan. Bonjour. Bon, je t'ai invité parce que, notamment, on se tutoie. Oui, bien sûr. Tu as signé un papier dans la presse, justement, à ce sujet-là, puis je voulais un peu t'entendre là, de vive voix. Selon les données, là, puis je sais pas si c'est les plus récentes qui existent, mais en avril dernier, le Québec faisait 22 mégawatts d'énergie solaire. C'est quand même une certaine quantité, mais sur 46 000 mégawatts d'énergie totale. Donc, on va se le dire, c'est pour l'instant vraiment négligeable là, comme source d'énergie au Québec. Oui, c'est une source d'énergie qui est vraiment encore marginale, mais qui va être appelée à croître. Elle est en croissance absolument exponentielle dans plein de pays, y compris aux États-Unis. Aux États-Unis, la majorité des nouvelles installations électriques, ce sont des installations solaires, autant individuelles que pour des compagnies d'électricité. Alors, pour moi, l'annonce d'Hydro-Québec, c'est le signe que la transition énergétique, elle est vraiment commencée. Le chantier, maintenant, s'est ouvert et ça nous impose des nouvelles façons de penser. Il y a à peine quelques années, ça n'aurait pas du tout intéressé Hydro-Québec le solaire parce que, bon, effectivement, c'est marginal, ça ne fonctionne pas tout le temps. On le sait, c'est une énergie intermittente. Oui. Et puis, en plus, sa production ne convient pas aux besoins essentiels du réseau, notamment en période de pointe. Oui. Quand il fait froid, ben il n'y a pas de soleil. À 6 heures le matin l'hiver, puis à 8 heures le soir l'hiver, il n'y a pas de soleil beaucoup. Là, donc, exactement. Donc, c'était pas une contribution qui était tout à fait envisagée par Hydro-Québec. Mais là, je comprends, Yvan, c'est qu'en fait, bon, la première chose, on peut se mettre des batteries pour pallier ces espèces de pointes-là. Oui. Mais aussi, si pendant toute la journée, j'utilise de l'énergie solaire pour mes besoins, ben c'est les bassins d'hydro, eux, sont pas en train de baisser. Donc, quand il y a la pointe, les bassins servent de batterie, eux aussi, là, d'une certaine façon. Oui, effectivement. En fait, nos bassins hydroélectriques, on dit qu'on est en Amérique du Nord, la batterie du nord-est de l'Amérique, justement. Des batteries dans une maison, ça fait un peu le même travail. C'est que, justement, dans des périodes de pointe où on en a vraiment besoin, et aussi pour aider aussi au réseau d'Hydro-Québec, on pourrait utiliser cette énergie-là qui est emmagasinée. Et c'était d'ailleurs ça aussi le sens de mon intervention dans le Journal La Presse, c'était que OK, c'est bien, mais si on veut vraiment aider le réseau et aussi aider les gens, je pense qu'il faudrait aussi avoir un programme d'aide à l'achat de batteries. Et là, on a la totale. C'est le cas en Californie. En Californie, on a des mesures incitatives pour aider à l'acquisition de panneaux solaires et de batteries. C'est bien que la moitié des clients qui ont des installations solaires ont aussi des batteries et je pense qu'il faut en venir à ça au Québec. Dans l'article, tu rappelles à juste titre qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui contrôle quand même ce marché, notamment de toute la chaîne de valeur et la construction finale des panneaux. Ils ont 80 à 90%. J'ai lu plein d'affaires là-dessus. Est-ce qu'on peut espérer... Bon, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on peut un jour espérer nous-mêmes développer cette capacité de fabrication au Québec, au Canada, aux États-Unis? Ce que j'aime, un commentaire peut-être un peu de côté, j'aime toujours dire que si on peut utiliser aujourd'hui des panneaux solaires, c'est grâce aux Chinois parce qu'ils ont mis la technologie à l'échelle depuis une dizaine d'années. Les prix ont chuté d'environ 80-90%. C'est fou, ça. Et là, aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec la possibilité d'utiliser des panneaux solaires. Maintenant, on le sait, aux États-Unis, au Canada et en Europe, il y a une volonté claire depuis notamment la COVID et l'invasion russe de l'Ukraine. Il y a une volonté claire des pays de rapatrier les chaînes d'approvisionnement sur les biens stratégiques. Donc, les gouvernements ont mis en place de généreux programmes pour créer littéralement des chaînes d'approvisionnement. Les usines à batterie se multiplient aux États-Unis. Maintenant, est-ce que tout ça, ça va venir demain matin? Non. Donc, à partir dans les prochaines années, je dirais certainement que les panneaux vont être chinois, mais à plus long terme, si on s'étend sur une période de 10 ans, on va probablement gruger un petit peu de cette domination chinoise, mais elle va rester prégnante pendant de longues années. Revenons un peu à Hydro-Québec. J'ai écouté cet après-midi, sachant que tu venais à l'émission, un balado que j'ai fait avec Patrick Goulet, qui est président d'Énergie Solaire Québec. Je ne sais pas si vous connaissez tous les deux. On se connaît bien. Et on avait parlé de ça, de solaire. C'était avant l'annonce d'Hydro, fait que je trouvais ça le fun. On a quand même des nouvelles informations le 1er août. Et on parlait avec lui que sur le site d'Hydro, il y a un calculateur. Là. Puis moi-même, là, qui est un peu fan de tout
ça, j'avais utilisé le calculateur et clairement, leurs données, tu parles de baisse de prix, là, leurs données, c'est pas les données de 2024. Là. Ça ressemble plus à des données de 2012 presque dans une certaine mesure. Et je me demandais, on dirait presque du sabotage. Là, on dirait presque qu'Hydro, veut pas qu'on soit intéressé par ça. Et là, pourtant, ils annoncent le 1er août qu'il va y avoir de l'aide, puis tout ça. Est-ce qu'il y a des gens chez Hydro-Québec qui continuent d'être sceptiques du solaire ou comment tu dis? Je sais que t'es pas un... Non, mais je pense... Je veux pas faire du patinage. Non, mais je pense qu'il y a quelques années, au-delà de tout ça, je pense qu'il y a quelques années, on pouvait effectivement dire qu'Hydro-Québec s'intéressait pas vraiment à l'énergie solaire. Et même le décourageait, là, c'était ça. Oui, ben c'était pas, encore une fois, pour eux, il y a une question aussi de stabilité de réseau, il y a une question aussi qu'ils perdent un petit peu aussi du revenu, de pouvoir, de revenus, etc. Et donc, de champ d'action. Mais je pense que là, véritablement, les mentalités ont évolué parce que le chantier de la transition est tellement énorme qu'il va falloir la contribution de tout le monde, de toutes les formes d'énergie. Si moi, j'ai envie de mettre 10, absolument. 15 000 sur ma maison, 20 000 sur ma maison, ben ils vont le prendre là, quelque part dans c'est dans du kilowattheure qui va pouvoir être peut-être donc ensuite distribué à des besoins industriels, d'industrie d'avenir, fournir des emplois dans des régions, etc. Exact. Donc là, je pense que la mentalité a changé à Hydro-Québec véritablement. Bon, après, j'ai une petite question, moi, qui m'a un peu laissé sur ma faim. Le 1er août, quand Hydro-Québec a annoncé ça, bon, c'est des mesures d'aide. Là, fait qu'on devine peut-être des subventions, je ne sais trop quoi, mais ils disent que ça va entrer en vigueur en 2026. Et je t'avoue, Yvan, moi, j'étais comme un peu en train de regarder ça. Tu sais, j'ai, comme dit, je fais le calculateur. J'ai même contacté quelqu'un venir faire un diagnostic. Mais là, je me dis, ben là, je vais pas le faire. Tu sais, je vais attendre à 2026. Est-ce que c'est un peu drôle comme stratégie de dire on va faire un programme dans longtemps? J'ai l'impression que ça va comme tuer 2025, il n'y aura aucune installation de panneaux solaires sur des maisons parce que tout le monde va attendre la subvention. Oui, effectivement. Ouais. Non, ça c'est vrai. Ça, probablement que l'année 2025, c'est comme, par exemple, des contributions à l'achat de véhicules électriques. Là, on a annoncé un retrait donc de 1 000 $. Et là, les gens se précipitent, effectivement, pour acheter des véhicules électriques. Ouais. Alors, il va y avoir effectivement cet effet-là. Mais moi, je la comprends. Je n'ai pas parlé Hydro-Québec, mais je la comprends, cette mesure-là, par le fait qu'il faut mettre en place une chaîne d'approvisionnement, il faut déterminer des fournisseurs et puis il faut aussi s'assurer qu'on a une main-d'œuvre qui est capable d'installer ces panneaux solaires. C'est pas évident. Et d'ailleurs, c'est tellement pas évident qu'aux États-Unis, la société Duo, qui est une grosse compagnie d'électricité, fait l'installation de panneaux solaires avec des robots. En raison du manque de main-d'œuvre. Automatisé. Automatisé, exactement. J'aime ça. Donc, là, je pense qu'il y a une question aussi de préparer le marché là, à la venue assez importante de panneaux. Je voulais te poser la question en terminant. Dans l'article, là, c'est un peu à la fin, mais quand même pertinent. Puis c'est pas les panneaux solaires. Tu parles des chauffe-eau. Puis là, je suis comme un peu, ah bon, je sais que ça consomme de l'énergie, mais tu disais que c'était comme 20% de la consommation résidentielle et qu'il y a comme finalement un potentiel inexploité, un gisement énergétique dans nos chauffe-eau. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Oui, bien pour moi, il y a un peu un éléphant dans la pièce là, dans toute cette question-là. Le chauffage de l'eau, ça représente une grande partie de notre consommation d'électricité, donc 20%. Et il est possible aussi de stopper pendant quelques heures, d'interrompre le chauffage de l'eau dans les périodes de grande consommation sans vraiment grands effets sur le confort. Et c'est quand même 500 watts un chauffe-eau, là, grosso modo. Si vous multipliez ça par le nombre de résidences, on a un gisement de pas loin de 1000-1500 mégawatts qu'on peut retirer comme charge dans des périodes de pointe. C'est la centrale La Romaine. Alors moi, je pense que ça, c'est aussi un grand chantier dans lequel il va falloir s'engager dans la cadre de la transition. Et on a l'obligation de les changer aux 10 ans. Je ne sais pas si tout le monde le fait, mais grosso modo... il n'y a plus de garantie après 10 ans. C'est ça, puis si tu vends ta maison ou les propriétaires fonciers, ils le font. Là. Exact. Fait que, évidemment, c'est un rythme, en tout cas, entre guillemets, assez rapide là, de mon point de vue. Fait que si on pouvait avoir des technologies qui nous permettaient d'interrompre ou, comme tu dis, de faire varier la consommation dans certaines périodes. Ces technologies-là existent et moi, je pense que ça va être aussi un axe important pour la transition énergétique dans les prochaines années. Il y a un gros bassin, un gros gisement qu'on peut aller chercher de ce côté-là. J'aime bien cette idée de gisement qui est comme enfoui dans mon sous-sol, dans un gros réservoir d'eau. Ça me fait penser, tu sais que c'est des questions qui m'intéressent moi depuis toujours. J'ai pas évidemment développé une expertise comme la tienne, mais on parlait de négawatts à un moment donné, des watts non consommés. Non consommés, ça en sont probablement les chauffe-eau. C'est ça. Ben, en fait c'est une question aussi de les déplacer, de déplacer la charge. Oui, les technologies existent et c'est des incitations tarifaires aussi qui vont permettre... Je te suis. Et ça, l'économiste en toi va aimer cette... Yvan Clich, fellow spécialiste de l'énergie au cérium, merci. Merci beaucoup.